Alors, nous entamons notre troisième vidéo qui va concerner un peu donc la programmation asynchrone. Et donc, on va voir donc les callbacks, la notion de callback et les promesses ou promises. Alors, on était sur l'exemple ici tout à l'heure de promises, hein, enfin, vous voyez ici, promesses. Et donc, on peut tester pas mal de choses à ce niveau, comment fonctionnent les promesses. Mais pour le moment, donc, on va voir un peu les callbacks. Et donc, pour cela, nous allons utiliser, comment il s'appelle? Donc, on va utiliser, on va faire du Ajax, hein, donc, pour aller chercher un fichier quelque part sur, alors, JSON placeholder, .typicode.com. Voilà. Alors ici, donc, sur ce site, si vous faites ici, par exemple, alors, je sais pas moi, post, bien ça m'envoie un certain nombre de posts hein, sous format JSON. Chaque post, il a un user ID, donc l'auteur. Le post a un ID, un titre et un body, un corps. Alors, on peut récupérer les posts, on peut récupérer le premier post, on peut récupérer les posts en mettant ici underscore limit égale, égale 3. Je veux juste 3 posts. Voilà, donc il m'a envoyé 3 posts. Je peux récupérer les users, hein, tous les utilisateurs, ou tout simplement l'user ayant l'ID 3, etc. Donc c'est une API qui est ouverte sur Internet, qu'on peut utiliser au niveau du développement. Et donc moi j'ai besoin d'aller récupérer, je sais pas moi par exemple, des utilisateurs, et puis de les afficher au niveau de la console ou carrément, donc on va les afficher dans notre page ici quelque part, dans le body, dans une div ayant la classe out. Hein. Alors ici, donc pour pouvoir faire ça, bien, je dois aller faire une requête ici, ce qu'on appelle Ajax, à un moment donné. Donc alors, si je veux la faire immédiatement, eh bien, c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc, on va créer donc, un objet XML HTTP request, que je vais appeler la variable XHR, new XML HTTP request. Et donc cet objet, c'est un objet qui va gérer tout le processus requête. On appelle ça un client HTTP. Hein. Donc il va nous permettre de faire une requête HTTP, de récupérer la réponse. Et donc oui, qu'il s'agit d'un processus. Hein. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses alors ici de manière, souvenez-vous tout à l'heure avec l'event loop, il ne faut pas qu'on bloque. Hein. Donc ici, avec XHR, la première chose qu'on peut appeler, c'est la méthode open. Et pour lui dire que je vais faire une requête de méthode get, type get, ou verbe get. Et puis, on va lui dire, alors ici, le deuxième paramètre ici, c'est l'URL. Donc je vais mettre ici URL et on va écrire l'URL aussi, on va la définir dans une constante, c'est mieux, const URL, URL égale, et donc mon URL, je vais copier ça et je vais récupérer tous les utilisateurs. Alors ici, donc tous les utilisateurs, et puis ici j'ai un troisième paramètre ici, alors troisième paramètre qui n'affiche pas ici, c'est un booléen. Soit je mets true, soit je mets false. Alors, par défaut, je pense c'est true, ça veut dire que la requête est asynchrone, parce que ici, XML, HTTP request, par défaut, donc c'est pour faire des requêtes asynchrones. Mais on peut faire des requêtes synchrones, ça veut dire que je vais bloquer jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Hein. Donc ici, on laisse ça comme ça, on ne va pas donner de troisième paramètre, et donc il va avoir la valeur par défaut, ça veut dire que ma requête va être asynchrone. Alors jusque-là, donc je n'ai pas encore envoyé la requête, j'ai juste créé mon objet, et je lui ai dit que je veux faire une requête get, et à cette URL. Maintenant, le processus, pour lancer le processus, ben, il faut faire xhr.send. Et avec ça, donc ici, j'envoie la requête. Mais je ne vois pas de réponse.
Et donc, si je vais vers mon browser ici, eh bien, la requête, elle a bien été faite. Donc, on peut aller le vérifier dans Network, s'il veut bien. Application Network. Voilà. Donc, ici, j'actualise. Et donc, ici, alors, vous voyez ici, Users. Hein, j'efface ici. Vous voyez que c'est un type XHR, c'est XML HTTP request, et que j'ai bien eu la réponse. Et que ici, ma réponse, si je vais aller voir ici, le contenu, il est là. Mais moi, je ne l'ai pas récupéré. Le contenu, c'est exactement le contenu qu'on a vu ici, là. Mais bien sûr, je n'ai pas mis le 3. Ça veut dire que j'ai récupéré tous les utilisateurs et en réalité, il doit y en avoir 10 utilisateurs. Alors ici, donc maintenant, bien sûr, la réponse à un moment donné, elle est arrivée, mais je n'ai rien fait pour récupérer cette réponse. Eh bien, pour récupérer cette réponse, il va y avoir un événement qui va se produire et donc cet événement s'appelle en load. L'événement, c'est load. Alors, je peux faire ici en load ou xhr.addEventListener load. C'est la même chose, égale. Et là, je dois passer une function. Et cette function, il va s'exécuter quand la réponse est arrivée. Donc ici, je lui dis console.log et donc response. Donc arrived. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit. Mais si je reviens ici vers la console, on devrait voir donc le message qui est affiché ici. Alors quand, bien sûr, moi je veux afficher la réponse elle-même, eh bien la réponse elle-même c'est xhr. Et donc vous voyez ici qu'il y a plein de méthodes, etc. et de propriétés. Et donc si je lui dis ici response, eh bien là il va m'afficher la réponse. Alors si je vais tout en haut, donc vous voyez là c'est la réponse que j'ai reçue. Alors ici donc puis pour là, on a response texte, response XML, etc. Et voilà, donc ici pour nous, donc c'est une response texte. Et cette réponse ici, eh bien, je peux faire quelque chose avec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette réponse? La question, c'est une question très importante. Donc ici, je fais console.log. Alors maintenant, à partir de maintenant, donc ici, on ne va pas faire les choses comme ça. On va créer une fonction. Hein, je prends tout ça et je crée une fonction function. Et ma fonction, je vais l'appeler get parce que je vais chercher un fichier. Et donc mon fichier, alors on peut mettre ici, puisque j'ai mis ici get, ça veut dire que par défaut c'est la méthode get. Et puis donc je peux donner ici l'URL. Alors l'URL et puis quoi. Pour le moment, je fais uniquement ça. Et donc j'écris mon code ici. Je formate. Et donc ici, l'URL, ça, on devrait l'enlever d'ici. Voilà. Donc voici ma fonction. Et quand j'appelle, et donc ici, ça va être URL en minuscule. Et donc ici, si j'appelle ma fonction get, et je lui donne ici mon URL, eh bien, on devrait avoir la même chose. Seulement maintenant, cette fonction, je veux l'utiliser dans plusieurs cas. Et ici, je fais console.log. Moi, je ne veux pas faire console.log. Moi, je vais faire ici quelque chose. Alors, ce quelque chose, eh bien, il faudrait que je le définisse à l'aide d'une fonction. Et donc, ma fonction, donc je dois passer ici une fonction. Je vais l'appeler CB comme callback. Et donc, ici, on entre dans le domaine des callbacks. Et là, je vais appeler ma callback, ma fonction callback, et je lui passe la réponse. Alors ici, donc bien sûr, quand j'appelle ici, eh bien, je peux passer une fonction. Alors, je peux passer, si je veux, comme on a fait console.log, tout simplement ici. Regardez, console.log, ce qu'il y avait avant, et on devrait avoir le même résultat. Mais moi, bien sûr, je vais faire une fonction personnalisée parce que je vais afficher ça, par exemple, ici. Et donc ici, pour pouvoir afficher ça, ben, je vais déclarer ma function. Et alors, je peux déclarer que ma script 6 ou 5, pas de problème. Et ici, alors ça c'est la response. Hein, c'est la valeur que j'envoie ici, là, response. Et qu'est-ce que je vais faire avec ma réponse ici, dans notre cas ici? Eh bien, je vais récupérer
Alors, je vais le faire à l'extérieur ici. Const out égale document.query selector de .out. C'est l'endroit ici où on veut afficher le contenu. Là. Alors, ce contenu qu'on veut afficher, donc ici, je vais faire ici out .inner text égale response. Ah, il y a un problème, response. Alors, response. Encore, response is not defined. Qu'est-ce que c'est que ça? Inner out. C'est bien out. Response. Ok, ici. Voilà. Donc ça m'affiche les choses, mais c'est pas très élégant comme. Hein. Donc ici, on peut, si on veut afficher les choses correctement, donc ici, il s'agit de texte. Et ce texte, donc, il a une certaine indentation. Quand on l'avait affiché tout à l'heure ici, ça a été beaucoup plus adapté. Donc, on peut faire en sorte, allez, comment on va faire. Donc, ici, comment on va faire pour l'afficher correctement. Donc, alors, je peux juste ici, au niveau de ma classe, ici, mettre ici, comment ça s'appelle? Alors, pour le formatage, les balises qui. Donc, alors ici, je vais mettre une texte area. Texte area, par exemple. Là, pour ma texte area. Et, alors, vous voyez ici. Alors, ça m'affiche quoi ici? Ça m'affiche le contenu de ma page. Alors, pourquoi ça m'affiche le contenu de ma page? Inner text response. Alors, texte. Bon, je garde ici la div. Et là, c'est slash div. Allez. Voilà. Bon. Alors, la balise, donc on peut mettre plutôt une balise prêt et ça va garder le format. Donc là, c'est mieux. Prêt, voilà. Alors ici, bien sûr, peut-être je ne veux pas afficher, je vais afficher juste, le nom et le email et le téléphone. Le reste, j'en ai pas besoin. Alors ici, ce que je reçois ici, c'est du texte. Et donc, ce texte, je peux le convertir en JavaScript, puisque ici, c'est du JSON. Et donc, ici, je peux faire ici const users égale JSON.parse. Et je vais parser, donc ici, response. Et ma réponse ici, users ici, il s'agit d'un objet. Et cet objet users, et donc je fais ici const users, alors users2 égale users point, et là on va utiliser le map de tout à l'heure, et pour chaque utilisateur, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, on va retourner juste le nom. Alors, on va utiliser les notations qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je mets les parenthèses, je vais retourner un objet. Et dans mon objet, je vais avoir name, deux points, c'est u. Alors, je me rappelle plus, c'est u.name, virgule, on a email, deux points, ça va être u.email. Voilà, c'est tout. Donc, il faut déjà tester par quelque chose. Donc là, c'est mes users. Et donc, users ici 2, il s'agit d'un tableau. Et ce tableau, je vais l'afficher. Et bien pour l'afficher, ben, je vais le restituer en JSON.
hein, pour que ce soit du texte tout simplement. Et donc c'est toujours JSON. Point, l'inverse maintenant c'est stringify. Et je lui dis de me stringify, de rendre en chaîne de caractères users2, le tableau users2. Et donc ici, alors je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est que ce nul, ça veut dire que je ne vais pas toucher, je vais tout capturer. Et donc ici, on peut faire des règles ici de, quand on veut transformer en chaîne de caractères, on peut omettre certains champs, etc. Donc ici, je ne fais rien. Et là, je lui dis l'indentation 3. Vous allez voir, l'indentation, c'est ici, combien d'espace. Si je lui dis 30, vous allez voir que ça va faire 30 caractères. Et donc là, je mets 4, ça va être bien. Voilà, donc j'ai des utilisateurs, j'ai juste le name et le email. Et voilà, donc on peut filtrer les utilisateurs, je ne sais pas moi, donc alors ici, pour, quand on affiche tous les utilisateurs, si je mets ici users, hein, c'est-à-dire son filtre, eh bien username, phone, website, etc. Donc peut-être on peut filtrer par, je ne sais pas moi, par adresse, par téléphone, website, ceux qui ont un website. Vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas de website. Et moi, je cherche uniquement les utilisateurs qui ont un website. Hein. Je pense que tous ils l'ont, mais bon. Donc voilà, donc ici, alors ici on a utilisé donc ici une requête Ajax pour aller récupérer un fichier. Et donc ici, j'utilise cette fonction ici get à laquelle je passe une URL et je lui passe la callback. Et cette callback, il sera appelé à l'intérieur de cette fonction et on va lui passer la réponse. Et ce que je veux faire avec cette fonction, eh bien, je le fais ici quand j'appelle la fonction. Et je peux maintenant appeler la fonction pour faire autre chose. Donc, je peux reprendre ici en faisant ça. Et donc ici, je vais afficher uniquement le name. Et bien sûr ici pour user2, users2. Et là, je vais ajouter ça, outer, pas .inner HTML. Donc ici, il faudrait qu'on ajoute ça sur ce qu'il y avait avant. Donc ici, plus égal. Et donc ça va ajouter ça à la fin. Donc on va trouver uniquement le name qui va être ajouté à la fin. Donc vous voyez qu'on peut appeler la même fonction de manière différente. Alors ici, la callback, c'est bien. Maintenant, il y a des cas, par exemple, on a besoin de deux fichiers. Je veux récupérer, par exemple, l'utilisateur, les utilisateurs. Et pour chaque utilisateur, je veux récupérer tous les fichiers, comment dire, tous les posts qu'ils ont écrits. Parce que ici, dans notre bibliothèque, dans notre API ici, on peut récupérer les utilisateurs, mais aussi on peut récupérer les posts. Et donc pour récupérer les posts, chaque utilisateur a un ID. Là, l'ID 1, donc l'utilisateur ayant l'ID 1, il a écrit combien d'articles, voilà, donc une dizaine d'articles. L'utilisateur 2 aussi, etc. Moi, je veux récupérer en même temps les deux fichiers et après les avoir récupérés, je veux faire quelque chose avec ces deux fichiers. La question qui se pose ici, quand on va faire la requête pour récupérer les users, donc ici là j'ai récupéré les users, hein. Dans le deuxième ici, je vais récupérer les posts au lieu des users, posts, et après je veux faire quelque chose avec le post et les users. Alors comment on va faire? Donc c'est un problème ici. Et donc alors soit je vais ajouter ici pour ma fonction un troisième paramètre, je ne sais pas, donc ici, ou alors donc je peux à l'intérieur ici attendre jusqu'à ce que la réponse arrive. Quand je fais ici get, j'attends jusqu'à ce que la réponse arrive, c'est-à-dire ici, et après je fais une autre get à l'intérieur ici. Mais là, vous voyez très bien qu'on va perdre du temps. Et donc là, ici, quand on a des callbacks, on a ce qu'on appelle ici le callback hell, les montagnes de callback.
c'est surtout quand vous allez appeler encore ici à l'intérieur une callback, peut-être la même, hein. Donc vous appelez la méthode get, ici encore la fonction get, et vous devez passer encore une callback, hein. Et donc l'écriture, vous voyez ici, quand on a écrit notre fonction callback, on l'a écrit directement ici. Alors ça veut dire que si je appelle ça, si je fais ça, ben, je peux le faire ici, CTRL X, je peux le faire ici à l'intérieur. Et quand je le fais à l'intérieur, eh bien, ça va faire que les callbacks vont s'appeler. Donc, à un moment donné, mon code va devenir très compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'au lieu de faire ça, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les promises. Et les promises, ils vont venir pour résoudre un peu ce problème des callbacks. Alors, les promises pour les étudier, donc il n'y a pas mieux que d'aller vers MDN promise. Promises. Et alors, promise is an object that returns by a function that is not yet completed. Alors, je vais chercher, est-ce que c'est le bon article? Promise, JavaScript, MDN, c'est le... Alors, je vais mettre ça en français. Et donc ici, alors, l'objet promise, pour promesse, hein, donc une promesse, est utilisé pour réaliser des traitements de façon asynchrone. Donc, vous voyez que ici, le mot-clé, c'est asynchrone. Et ça veut dire que j'exécute une tâche, mais le résultat de cette tâche, il va être dans le futur. Et le problème, il ne faut pas que je bloque. Et quand le résultat soit là, eh bien, on va déclencher un processus. En général, on va appeler une fonction. Mais il se peut, dans le processus, qu'il y ait des erreurs. Eh bien, il faut traiter ces erreurs. Donc voilà, une promesse représente une valeur. Donc une valeur, c'est un résultat, si vous voulez, qui peut être disponible maintenant, dans le futur, voire jamais. Alors, qui peut être disponible maintenant. Donc même maintenant, ben, il faut faire attention. Maintenant, c'est un peu comme set timeout qu'on a vu tout à l'heure, avec 0. Donc c'est ça le maintenant qu'on dit ici. Dans le futur, c'est après un certain temps. Comme quand vous faites une requête, ça va prendre du temps. Ou jamais, ça veut dire vous faites une requête, il n'y a rien qui arrive ou il y a une erreur qui se produit. Et donc ça, c'est le cas général. Eh bien, les promesses, ils vont traiter tous ces aspects. Et donc, à l'aide de ce qu'on appelle dans le jargon informatique, donc une interface. Alors, une interface, donc la promesse, donc il représente un objet qui va avoir des états. Donc, quand on va créer une promesse, eh bien, un objet de type promesse, donc promise, c'est une classe, hein, new promise, ça nous permet de créer une promesse. Et donc, cette promesse, il va toujours être dans un état. Et donc ici, les états possibles, c'est quand elle est créée, c'est pending, l'état pending en attente. Et puis après, donc ici, c'est l'état initial, hein. La promesse n'est ni tenue ni rompue, hein, donc on vient de la créer. Alors après un certain temps, ça peut être 0 secondes, c'est-à-dire maintenant, et donc il va passer vers un état qui va être soit fulfilled, et donc là c'est tenu, promesse tenue, ça veut dire réussi, l'opération a réussi, nous avons la valeur qu'on cherche, soit il y a eu un problème et donc la promesse est rompue, ou en anglais on appelle ça rejected. Et donc l'opération, là, il a échoué. Et donc ici un schéma qui montre ça très bien. Donc quand vous créez une promesse, au moment de la création, il va être dans l'état pending et il va passer soit à fulfilled, soit à rejected. Alors bien sûr, fulfilled ou rejected, ben, il faut traiter ça. Donc pour traiter ça, ben, il faut donner quelle fonction vous allez exécuter dans le cas du succès et quelle fonction vous allez donner dans le cas de l'échec. Alors je vous rappelle que pour les callbacks tout à l'heure, ici j'avais passé, donc pour simplifier, j'avais passé ici une callback. Mais j'aurais pu passer aussi une fonction error. Dans le cas où quand je demande ici get et dans mon URL, il n'a pas trouvé et je reçois ici l'erreur 404, etc., eh bien là, je peux aller exécuter, au lieu d'exécuter CP ici, je vais exécuter error. Et donc là, je suis en train de traiter les erreurs. Alors ici, ça se fait de manière automatique. Soit donc on passe vers donc ici fulfilled et donc là l'état ça s'appelle donc ici settled, hein, et donc la promesse a été réalisée.
soit la promesse est rejetée. Et donc, quand elle est réalisée, on appelle la méthode then et on lui passe la fonction qu'on veut exécuter, c'est la fonction de succès et c'est la fonction que j'avais appelée tout à l'heure CB. Soit il y a une erreur et dans ce cas, eh bien, on peut utiliser la méthode catch et on va catcher, on va attraper cette erreur. Eh bien, on va lui passer ici une fonction aussi on rejection. Et donc, on rejection, c'est ce que j'ai appelé ici error. Et donc, alors, où on peut, dans le cas général, utiliser la même méthode ici, then, mais on lui passe deux fonctions. La première pour un fulfillment, c'est-à-dire en succès, hein, quand il n'y a pas d'erreur. Et deuxième paramètre, on va passer une fonction s'il y a une erreur. Alors ces fonctions ici, on fulfillment, on reject, ils peuvent retourner aussi quelque chose. Alors s'ils retournent quelque chose, ce quelque chose, ça va être encapsulé dans une promesse. Et on va passer, donc on peut continuer le processus ici. On va être dans le même état que ici, pending, etc. Donc on peut encore continuer à utiliser then, catch, etc. Alors voilà donc un peu le processus. Maintenant, si on voit un peu cette interface, eh bien, les méthodes qu'on vient de voir dans le schéma précédent, promise.then, quand on a un objet promesse, on va utiliser then et on va passer ici une fonction qui va s'exécuter quand il y a succès de la promesse. Hein. Et puis, s'il y a une erreur, donc on va passer une fonction ici pour catch, ici dans le cas où il y a une erreur. Et ici, donc on peut utiliser finally. Après tout, hein, finally, après tout, que ce soit succès ou échec, eh bien, si vous voulez exécuter quelque chose, bien, vous pouvez appeler la méthode finally et lui passer ce que vous voulez exécuter. Alors, bien sûr, donc ici, voici un exemple ici, pour créer une promesse new promise, et on lui passe ici ce qu'on appelle un exécuteur. Alors, l'exécuteur ici, il s'agit d'une fonction, vous voyez, il est écrite en ECMAScript 6, resolve, reject. Alors, resolve, reject, deux paramètres ici. Ces deux paramètres, ce sont des fonctions. Resolve, c'est une fonction, et reject, c'est une fonction. Alors, ici, à l'intérieur de mon objet promesse, quand il y a succès, j'appelle la fonction resolve et je lui passe la valeur résultat, le résultat. Parce qu'en général, on cherche un résultat. Et donc, ce résultat, donc, on va le passer à cette fonction resolve. Et s'il y a une erreur, eh bien, on va appeler la fonction reject et on va lui passer en général l'erreur qui s'est produite. Et bien sûr, donc, dans then, on va récupérer ce qui a été envoyé dans la fonction qu'on va passer à then va récupérer ce qu'on a envoyé dans resolve. Alors ici, un exemple, set timeout. Hein. Après, donc ici, 300 millisecondes, j'appelle la fonction resolve et je lui donne toto. Alors ici, la variable, c'est ma promesse. Ma promesse, point then, gestionnaire de succès A, virgule, gestionnaire échec A. Point then, gestionnaire succès B, gestionnaire succès A, etc. Donc on peut continuer comme ça, hein, donc indéfiniment si on veut. Bien sûr, donc il faut que ce soit... Alors ici, juste, donc je cherche ici alors, le constructeur, les méthodes. Les méthodes, alors ça c'est vraiment très très fort. Alors promise all, et ça c'est vraiment très pratique. Promise ici c'est le nom de la classe. All, donc ici ça on appelle ça une méthode statique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire new promise pour appeler la méthode. Directement, promise.all. Et je lui passe ici ce qu'on appelle un iterable, c'est juste tout simplement un tableau de promesses. Promesse 1, promesse 2, par exemple, dans un tableau, hein, il s'agit d'un tableau. Et ces promesses, donc ici, et puis on continue, point then. Donc ici, je continue, point then. Et quand les deux promesses sont résolues, à ce moment-là, eh bien, je vais obtenir les résultats et ça va être un tableau des résultats des promesses que j'ai ici dans le tableau des promesses. Alors ici, donc c'est vraiment très très pratique. Alors ici, on a promise.any. Là, c'est un peu race, c'est la course. Alors ici, any, donc ici renvoie une seule promesse dont la valeur de résolution est celle de la première promesse résolue de l'itérable. Donc je fais une requête pour aller chercher une donnée. Et j'ai plusieurs serveurs qui ont les mêmes données.
Et donc, je fais une requête à ce serveur, à celui-là, et au troisième. Et donc, dès que je reçois la première, c'est pas la peine d'attendre les autres. C'est un peu ça, any. Et donc ici, et puis ici, erase, une promesse qui est tenue ou rompue dès que l'une des promesses de l'itérable est tenue ou rompue avec la valeur, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Hein. Et puis on peut utiliser ici directement aussi promise.resolve d'une valeur. Et là, ça, resolve, j'appelle la méthode qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on appelle euh, l'exécuteur, resolve ici. Et je l'appelle directement. Donc, je fais promise.resolve et je lui passe la valeur que je veux utiliser ici. Ou je peux faire aussi promise.reject et je donne la raison directement. Et ça, c'est des exemples que je pense on a vu ici. Ici, là, voilà, promise.resolve, .then function. Alors, si vous exécutez ça, donc ça va vous donner un peu, et ça va vous montrer un peu le microstack queue, donc ici la queue rapide si vous voulez. Et donc ici, voilà, vous voyez B, alors ici on a une fonction fetch, c'est aussi une fonction asynchrone, mais et elle, il va utiliser la queue ici, et ça c'est la queue rapide. Donc vous voyez, donc là on est ici, et voilà B qui va s'exécuter. Et après, donc, ça va être C qui va s'exécuter. Et c'est après qu'on va voir A qui va s'exécuter. Voilà. Alors, donc ici, pour tester tout ça, je vais le faire directement sur cet exemple. Et donc ici, au lieu d'avoir la callback que j'ai ici, je vais l'enlever. Et ici, je vais faire ici return new promise. Hein. C'est-à-dire, quand je vais appeler get, eh bien, get, ça va retourner une promesse. Et donc, ça veut dire que finalement, get url.then, voilà, etc. Donc, ici, ma promesse. Donc, il faudrait que je mette ici l'exécuteur. Et donc, je mets ici l'exécuteur. Il doit avoir ici resolve. On a dit tout à l'heure, c'était une fonction. Et là, reject. Et là, c'est le cas d'échec. Alors, je prends tout le code qu'on avait fait tout à l'heure ici, CTRL X, et je le mets ici à l'intérieur. Vous allez voir que juste ici, au niveau de la structure, ça va devenir plus simple. Maintenant, bien sûr, ici, ce n'est pas CB qu'on va appeler maintenant, mais c'est resolve. Et donc, quand il y a ça, alors ici, donc, je peux ajouter ici xhr.onError égale, et donc à ce moment-là, je vais appeler reject. Et donc ici, reject. Et donc ici, je suppose qu'il va me donner l'erreur. Et donc, je vais envoyer cette erreur dans reject. Voilà. Alors maintenant, comment on va écrire ça? Pour le moment, bien sûr, donc ma fonction ici ne va rien faire. On va rien faire. Mais le code qu'on avait écrit tout à l'heure, ça va être maintenant get. Et donc ici, je lui donne URL. J'ai juste un seul paramètre ici, donc je passe cette URL, je récupère les utilisateurs, et puis .then, qu'est-ce que je vais faire avec ces utilisateurs? Alors je lui dis ici console.log, tout simplement. Et ça va changer un peu les choses. Donc vous voyez là, ça devient beaucoup plus simple. Si je veux récupérer, donc ici, si j'ai ici une URL 1, dans laquelle je récupère les utilisateurs, une URL 2 dans laquelle je récupère les posts. Et donc ici, au lieu de faire ici ça, comme ça, je fais promise.all. Je vais les récupérer tous les deux. Et après, quand ils seront tous les deux, quand je sois sûr que tous les deux soient récupérés, eh bien, je vais faire quelque chose. Alors ici, mes promesses ici, c'est, j'appelle get URL1, oui, c'est bien ça, virgule, et puis get URL2. Et là, alors je dois avoir ici all, il faut que je mette ici les parenthèses. All, c'est une méthode statique.
de la classe promise, promise.all. Et là, c'est l'itérable. L'itérable, c'est un tableau de promesses. Et donc ici, get, ça retourne ici une promesse. Et donc, je récupère les utilisateurs, je récupère les postes. Et quand ça sera fait, .then, qu'est-ce que je fais? Console.log. Pour le moment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ici, voilà ce que j'ai récupéré. Alors ici, donc, je vois que j'ai ici... alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai deux objets. Alors, qu'est-ce que c'est? Get, URL 1, URL 2. Ouais. Alors, seulement pourquoi ça donne ici name. C'est bien ça, seulement ici au niveau de l'affichage. Alors ici, j'utilise ici console.log. Alors, je vais récupérer les réponses. Et donc, bien sûr, il s'agit d'un tableau ici. Il s'agit d'un tableau. Et s'il vous plaît, donc, si vous vous souvenez tout à l'heure, alors ici, je vais écrire un peu les choses un peu spécialement. Donc ici, on peut dire ici, la variable ici, ça va être un tableau qui va contenir les deux réponses. Donc je peux mettre ici responses, il s'agit de plusieurs réponses. Et donc ici, je fais console.log responses. Et donc ici, alors, c'est quoi ce truc? .then, j'ai quelque chose qui... console.log responses. Oh oh. Alors juste ici, je fais rien. Console.log. Alors ici, donc c'est exactement, donc quand j'ai écrit console.log tout à l'heure, ce que je viens de faire, tout ce que je viens de faire ici, ça, c'est équivalent à ce que j'ai fait ici, console.log. C'est équivalent à ça. Alors, pourquoi ça me donne... ça ne me donne pas, donc alors, users, post, log. Bon, je récupère les responses, allez, responses, et je les envoie ici. Et on va dire ici console.log, log, response 2.0. Voilà. Donc là, ça me c'est juste l'affichage, parce que le, le tableau contient deux éléments et ces deux éléments, ils dépassent la capacité. Et donc, ce qu'il m'affichait tout à l'heure, c'était juste cette petite partie ici. Alors ici, donc là, c'est response 0. Je lui fais ici virgule et j'affiche response 1. Il va m'afficher la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie. Et donc voilà, il me dit ici qu'il y a encore 25 machins. Parce que ici, les postes, il y en a plein. Donc ici, si je lui fais ici limite, alors s'il veut bien, merci beaucoup. Donc je ne veux pas d'aide. Donc underscore limit égale à 3, à 4. Voilà, donc c'est plus cool. Il n'y a pas beaucoup de... Là, c'est juste parce qu'il y avait beaucoup de données. Alors ici, donc, alors ici, responses, alors, les deux réponses. Alors ici, regardez comment je vais récupérer les deux réponses. Donc, je mets les parenthèses pour ma fonction et ça, c'est le corps de la fonction. Alors, la fonction ici, tout à l'heure, j'avais mis responses. Alors, regardez, je vais utiliser le capture. Je vais capturer R1, la réponse 1, R2, la réponse 2. Et ici, je vais faire console.log R1, R2. Et vous voyez un peu, ça c'est des choses que vous allez retrouver très souvent en JavaScript. Voilà, R1. Donc là, j'ai mis ça sous forme tableau. Au lieu d'écrire ici une seule variable responses,
et la responses de 0 responses. Donc là, je capture la première réponse, la deuxième réponse et j'affiche. Donc voilà, ça c'est les promesses. Et les promesses, ils sont très importants. Pourquoi? Parce que dans la documentation ici, si on va quelque part, je ne sais pas moi, HTTP, vous allez trouver toujours ici, au niveau de la documentation, vous allez trouver, alors peut-être que ce n'est pas le bon exemple, HTTP, je vais aller vers File System. Et donc là, vous allez trouver donc les Promises APIs. Et donc les Promises APIs, par exemple ici, comment lire un fichier. Et donc pour lire un fichier, donc read file. Alors ici, read file, voilà, donc si je vais ici, et peut-être qu'on va avoir, il n'y a pas d'exemple ici pour read file. Et donc alors ici, ça c'est, alors je ne sais pas à quel niveau j'ai cliqué, mais donc on a les trois composants. Ça c'est pour promise. Vous voyez ici, ça retourne une promesse. Et ici, mais donc au niveau de la syntaxe, il faut revenir vers les exemples en haut ici. Pour les promesses, donc on verra un peu qu'il y a un espace dans lequel, donc quand on veut utiliser les promesses, eh bien, on va choisir, c'est toujours les mêmes fonctions. Pour lire un fichier, je vais avoir une version qui va utiliser les promesses, je vais avoir une version qui va utiliser les callbacks, et je vais avoir une troisième version qui est synchrone. Synchrone, ça veut dire que quand vous lisez par exemple un fichier à partir du disque dur, eh bien vous ne faites rien du tout, vous bloquez tout jusqu'à ce que la totalité de votre fichier soit lue. Et c'est ce qu'il faut jamais faire. La plupart du temps, on va utiliser soit un callback. Callback, c'est-à-dire la fonction va avoir un paramètre par exemple, donc read file va avoir le nom du fichier que vous voulez lire, virgule les options, virgule une callback. La callback, il va être exécuté quand le fichier sera lu, complètement lu. Et puis si vous utilisez la version Promise, eh bien au niveau de la version Promise, eh bien vous allez lire les fonctions, votre fichier, pardon, et vous allez chaîner directement .den et puis vous allez dire qu'est-ce que vous allez faire quand le fichier sera lu. Mais ça ne va pas bloquer votre code. C'est-à-dire, ici, comme dans les exemples qu'on a vus ici, là, donc quand vous faites, alors je fais ici Edit, Edit. S'il veut bien me laisser éditer, Edit. Voilà. Voilà, donc si vous faites par exemple console.log, je ne sais pas moi, début, et puis vous faites, alors, promise.resolve 6. Alors, j'ai carrément oublié pourquoi je voulais faire ça. On était où? Pour les promises. Bon, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais démontrer, mais bon. Console.log, fin. Et donc, alors ici, j'exécute juste pour ça, pour voir un peu comment ça va s'exécuter. Début. Alors ici, donc ici, resolve. Là, vous voyez que c'est fin. Et ici, bien sûr, resolve, ça ne fait rien du tout. Et donc, c'est pour ça que donc ça résolve tout simplement. Donc, j'ai carrément donc, oublié de quoi je voulais parler. Alors, pour finir, s'il vous plaît, donc au niveau de la programmation asynchrone, quand on va utiliser des promises, il y a un moyen très pratique d'utiliser les promises. Donc, alors ici, donc la programmation asynchrone, même avec les promises, le code, quand vous allez l'écrire, ça peut devenir très complexe. Et donc, très souvent, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions asynchrones. Et donc, pour les fonctions asynchrones, donc, si vous allez à la documentation, et ça va être la dernière chose qu'on va voir. Donc, on va faire ici mdn wait, async wait. Alors, async wait. C'est un concept que vous allez retrouver aussi très souvent parce que ça va avec les
les promesses. Et donc ici, quand vous déclarez une fonction, vous pouvez dire que cette fonction est asynchrone. Alors le fait de dire qu'elle est asynchrone, vous voyez ici, tout simplement on va ajouter avant la fonction, que ce soit en ECMAScript 6 ou ECMAScript 5, on ajoute le mot-clé A5 juste avant et on va voir ce que ça va donner. Et donc je vais le faire ici pour ma fonction ici, get. Ici je vais ajouter ici A5. A5. Alors ici, donc ici, au lieu de faire ici promise, voilà, ce que j'ai fait ici, je vais faire alors, console.log début et je vais faire ici const r1 égale get, je vais appeler ma fonction avec url1, c'est-à-dire celle-ci. Mais je vais lui dire maintenant ici await. Alors ici, on va voir qu'il va me dire qu'il y a un problème, et donc je continue quand même. Et là, je fais console.log la valeur ici R1, et on peut continuer ici à faire la même chose. R2, et je récupère le contenu de R2, et je lui dis de m'afficher ici R2. Alors ici, quand on n'utilise pas le await ici, eh bien, obligatoirement, je dois faire ici get.url, point ici, comme on a fait tout à l'heure, c'était then. Et donc, au lieu de faire then, quand la fonction est asynchrone, eh bien, on peut utiliser le mot-clé await et récupérer la valeur qui est envoyée après then. Donc, voilà. Et donc, c'est ce que je fais ici. Voilà, donc ça rend le code un peu impératif. Hein. Ça s'écrit comme s'il s'agit d'un code impératif. Mais ici, donc, il me dit await is only valid in async function and the top level bodies of module. Donc ici, ce qu'il faut faire ici, ce que je viens de faire ici, CTRL X, ben je dois mettre ça dans une fonction. Voilà, ma fonction à laquelle je peux donner un nom, ici f ou log, parce que je veux tout simplement loguer. Oups. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je fais excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ici, ma fonction doit être asynchrone. Et là, j'appelle ma fonction log. Log, qui devrait loguer tout le truc. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette écriture. Alors ici, seulement ici, donc quand je fais cette affectation ici avec await, ça veut dire donc ici, je lui dis attends, hein, attends. Mais en réalité, ici, attention, donc il ne va pas bloquer, hein, comme on avait vu tout à l'heure, on ne va pas bloquer la boucle locale. Ça veut dire que cette fonction, quand on la déclare asynchrone, le moteur JavaScript, il va décomposer cette fonction en plusieurs fonctions. Et c'est ça le truc. Hein. Donc ici, c'est une manière d'écrire. C'est pour faciliter l'écriture des fonctions, tout simplement. Mais en réalité, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est toujours ce qui se passe. Hein. Au niveau de l'event loop, et puis au niveau de la pile, bien, il ne faut pas bloquer la pile. Et donc ici, je ne suis pas en train de je mets ici await, je ne bloque pas la pile. Même si en réalité, donc ça apparaît comme si on attend ici pour avoir le résultat. Mais ça va être, donc comme je viens de vous dire, ça va être décomposé en plusieurs éléments. Alors ici, donc quand je fais ici await, j'appelle get, il faut que get soit asynchrone. C'est ce que j'ai fait ici, asynchrone. Et donc ici, le seul problème ici, c'est comment on va faire pour traiter les erreurs. Eh bien ici, pour traiter les erreurs, vous écrivez du code dans votre fonction. Eh bien, vous faites ici, on va utiliser le try. Je pense que vous avez déjà vu le try catch, la structure try catch. Et donc, votre code, vous le faites ici, vous le mettez dans le bloc try.
Et donc, si jamais il y a une erreur, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer, donc ici, l'erreur. Et donc, ici, on va avoir l'erreur. Donc, ici, console.error. Console.error. Et là, donc ici, il y a mon erreur. Donc, je vais l'afficher tout simplement dans notre cas. Bien sûr, donc ici, il n'y a pas d'erreur. Mais si on fait ici une erreur, alors ici, ça, c'est un not found. Vous voyez qu'il a envoyé un document, etc. Mais c'est bon. Donc voilà, donc ici, je pense que j'ai un peu fait le tour des fonctionnalités de base JavaScript qu'il faudrait maîtriser avant de passer à Node.js. Donc la prochaine étape, c'est installer Node.js et commencer à se lancer dans Node.js. Donc à la prochaine vidéo. Voilà, j'arrête.